Bonjour, et bien cette fois nous sommes près de Lyon, enfin à 1 heure de Lyon, au Creusot avec Christian Bobin. Christian Bobin, bonjour. Bonjour. Également avec nous Aude. Aude, bonjour. Bonjour. Christian Bobin est un écrivain un peu mystérieux qui a publié une vingtaine d'ouvrages chez Gallimard. La majorité d'entre eux sont publiés dans la collection Folio. Son dernier livre, La Dame Blanche, est paru fin 2007 aux éditions Gallimard et paraîtra en janvier-février 2009 en Folio. Il nous reçoit donc ici au Creusot, son univers. Donc nous allons découvrir dans une série d'émissions l'univers de Christian Bobin et ses textes fameux, très jolis. Bonjour Christian Bobin. On dit de vous que vous êtes un écrivain un petit peu secret, accordant peu d'interviews. Pourquoi avez-vous adopté cette position hors du monde ? Parce que sans doute c'est la plus respirante possible. Je crois qu'il faut toujours une distance entre soi et l'autre, et entre la vie et nous-mêmes, pour bien voir la vie, pour bien voir l'autre. Une distance est nécessaire. Et cette distance, je la trouve dans ce que vous appelez un retrait. En vérité, je n'ai pas vraiment choisi. Je crois qu'on choisit très peu de choses dans la vie. Très peu de choses. On se raconte souvent des histoires, on dit qu'on a voulu faire ceci ou cela. Je dirais plutôt que les événements, les épreuves, qui sont toujours secourables, même quand elles sont rudes, m'ont amené à relativement peu fréquenter le monde, peut-être pour mieux l'aimer. Christian Bobin, vous nous recevez ici donc dans votre maison du Creusot, dans les bois en tout cas, avec votre petit chat qui est en train de jouer là près du rideau, autour d'un café, sur cette grande table. Dans un de vos livres, Autoportrait au radiateur, paru il y a maintenant 10 ans, vous décrivez un peu votre début de journée. Et je cite « Et me voilà devant une journée neuve, y cheminer jusqu'au soir, c'est vraiment du grand art. Je me sens comme un écolier à qui chaque jour on ferait passer un examen. Hier il a eu une bonne note, ou une mauvaise, peu importe. C'est aujourd'hui l'épreuve décisive, impossible de se reposer sur le résultat de la veille. D'ailleurs, ils sont effacés. » Est-ce que ça veut dire, Christian Bobin, que finalement, à la fin de la journée, on peut avoir été un mauvais artisan ou un mauvais artiste et avoir un sentiment que la journée n'a pas été travaillée comme il le faut? On peut d'abord avoir la certitude que rien n'est jamais perdu. C'est-à-dire que les journées dites mauvaises, que chacun de nous peut connaître, les journées un peu renfrognées, apparemment sans événements, ou trop accablées d'événements, ces journées-là, elles attendent d'être déchiffrées, d'être lues par nous. Elles sont comme un livre qui attend d'être lu et éclairé par notre attention. Rien n'est insignifiant, rien n'est jamais perdu, et je crois aussi, pour prolonger ma réponse, que la vie entière n'est qu'une seule journée, que chaque jour, ou si vous voulez, c'est la même chose, chaque jour contient la vie entière. Du début à sa fin. Donc on est comme devant un jeu où on pourrait rejouer à chaque fois, et même si on perd tout, on peut rejouer à nouveau. Quelqu'un ou quelque chose nous fait la grâce de nous renflouer, et ce qui est défait un jour peut être refait le jour suivant. Rien n'est jamais perdu, et même le sentiment de la perte demande à être éclairé et demande à ce qu'on lui ouvre la porte. C'est la seule erreur à faire peut-être, c'est de fermer les portes, peut-être. Vous avez écrit « Si on veut me faire peur, très peur, il suffit de m'annoncer une visite. Aussitôt, j'ai l'impression qu'on va porter un coup fatal à ma solitude. » Alors, on voudrait vous parler un petit peu de cette solitude. Est-ce qu'on peut distinguer une bonne solitude, peut-être celle que vous vivez, et puis une solitude souffrante dont beaucoup de gens pâtissent à notre époque ? C'est difficile de parler de la solitude. À vrai dire, c'est difficile de parler de tout.
La pire des solitudes, c'est celle des foules. C'est la solitude peuplée, apparemment peuplée. C'est la solitude est une chose très éclairante, pour peu qu'on lui fasse confiance. Je pourrais presque dire ça de presque tout. C'est-à-dire que si vous laissez venir les choses en paix, si vous les laissez venir à vous paisiblement, mais pour qu'elles viennent, il faut peut-être que vous fassiez le moins de bruit possible. Il faut aussi que vous soyez un petit peu en retrait, comme on disait tout à l'heure. Donc la solitude est nécessaire, curieusement, pour que quelqu'un ou que quelque chose vienne. Elle n'est pas un renfermement. Elle n'est pas une clôture. Elle est plutôt un recueil. Toujours Christian Bobin, vous écrivez dans Autoportrait au radiateur, il y a des instants où j'aime chacun de ceux qui ont part à ma vie, même ceux dont les désirs me sont étrangers ou hostiles. L'envie me vient alors de prendre le téléphone, d'appeler les uns et les autres, sans exception, et leur dire « Je t'aime dans ton entièreté, dans tout ce qui en toi ne me ressemble pas, je t'aime tel que tu vas, vivant, vivante. » Et si je ne le fais pas, c'est uniquement par crainte de finir à l'hôpital psychiatrique totalement fou ou totalement radieux. Finalement, là aussi, c'est peut-être une façon d'aller vers, c'est-à-dire de surmonter cette solitude, je ne sais pas comment on peut dire, et de faire rentrer quelqu'un dans votre vie. C'est quand même quelque chose quand même de fondamental et d'important, c'est aussi de laisser cette porte, c'est pas une clôture, vous l'avez dit, de laisser cette porte ouverte, quitte à ce que vous alliez vers. L'essentiel, c'est l'humain. C'est tout ce qui compte. L'essentiel, c'est pas un savoir, c'est pas une esthétique, c'est pas la beauté, c'est pas le dogme, c'est sûrement pas nos certitudes. L'essentiel, c'est un face à face. C'est l'humain, c'est une rencontre d'une personne à une autre. C'est ce qui se passe entre deux visages. Ce qui se passe entre moi qui vous parle ou qui essaye de vous parler bien maladroitement maintenant, et puis vous, et éventuellement même peut-être ceux qui nous écoutent. L'essentiel, c'est le vivant, c'est-à-dire l'humain. C'est pour ça que je me sens maladroit dans un peu cloué par les mots de solitude, même si je les utilise effectivement beaucoup. Mais là, tout d'un coup, je me sentais maladroit avec ce mot-là dans ma réponse, trop vague, trop générale. Qu'une journée se passe à rencontrer des gens ou qu'elle se passe dans une chambre, de toute façon, elle est peuplée d'événements considérables. Considérables. Des choses viennent qui parlent à notre âme. Des choses viennent qui demandent à être apaisées, déchiffrées par nous. Que l'on soit apparemment seul ou pas seul, ou je patauge. Non, pas du tout. Je patauge. Vous m'avez fait patauger dans un marais. Dans un marais avec un gros panneau marqué solitude. J'y ai pensé dans mon fort intérieur, Christian Bobin. Je pense qu'on est pris, vous et moi, non, mais oui, tous les trois dans les sables mouvants. J'étais en train de penser, j'ai dit, on enchaîne sur solitude, on passe sur le sujet. Eh bien, passons sur le sujet. Mais vous pouvez laisser tout ça parce que, non, évidemment. Parce que pourquoi pas, l'événement du rire n'est pas malheureux, mais j'ai eu cette sensation dont je me sors en la disant. Vous voyez, c'est ça, c'est beaucoup ça. Le piège des mots, non ? La délivrance des mots. C'est-à-dire que quand vous réussissez à nommer quelque chose, vous commencez à en réchapper. Et là, je me sentais comme à chaque mouvement, si je puis dire, de parole que je faisais, je m'enfonçais de plus en plus. Maintenant, ça va. Vous avez attrapé la liane qui vous a sorti puisque ça a été nommé, eh bien, chose a été nommée. Maintenant, on peut aller. On passe à autre chose. À d'autres risques. D'accord. Là, vous avez déclaré, je ne cherche pas la paix, mais la joie, puisque un monde pacifié, finalement, ce serait un monde sans lutte. Un monde sans lutte, c'est un monde sans vie. Vous êtes l'écrivain, en fait, des petites choses, mais des petites choses qui, vous le dites, qui sont grandes. Et c'est vrai qu'à la lecture de vos livres, on se dit, mais oui, mais quelle chance, effectivement, quelle chance de voir
Par exemple, j'étais à Paris hier et en regardant par la fenêtre, j'ai vu une plume d'oiseau qui volait comme ça. Et c'est ce genre de petites choses qu'on laisse passer très facilement, très rapidement, si quelqu'un ne nous dit pas attention, dans cet événement, il y a quelque chose d'éphémère, mais aussi d'éternel et de puissant et de joyeux. Oui, parce qu'au bout du compte, parce que la vie n'est faite que de ça. La vie, elle n'est pas spectaculaire. L'essence de la vie n'est pas spectaculaire. Je crois que je crois que les agonisants, ils savent, eux, très bien que le spectaculaire ne leur sera d'aucun secours. Et que ce qui va compter, c'est le mouvement du vent dans les rideaux d'une fenêtre. Qu'un secours va venir de là, de choses comme ça, de choses aussi frêles que ça, ou le pauvre sourire sur le visage de quelqu'un qui se tient à leur chevet. C'est de ces choses infimes, c'est dans ces choses infimes que la grandeur, que l'amplitude de la vie s'est réfugiée et se trouve. Et je pense que si j'ai un travail, mon travail, c'est peut-être de montrer, d'essayer de montrer, de dire ces choses-là. Je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Moi qui ne voyage presque jamais, évidemment, comme chaque fois, il y a toujours une exception à la règle. Et donc, je me suis trouvé il y a quelque temps en Angleterre. Je suis allé voir quelqu'un dans une maison de retraite en Angleterre. Et c'est quelqu'un qui a pu sortir à cette occasion, à l'occasion de cette visite, et que j'ai vu, c'est une dame très, très singulière, très, très cristalline de présence, très âgée. Et je l'ai vue au milieu d'un jardin où on l'avait conduite, parce que ce jour-là il faisait beau, sur une chaise et tombant en extase devant 3 pissenlits arrivés à bout de course, un petit peu comme elle, si je puis dire. Les pissenlits, vous savez, quand ils ont cette forme de tête de bagnard, quand ils ont une forme ou de petites boules de neige déchirantes qui, sur un seul souffle, peut s'en aller, loin de vous. Elle avait pris ces 3 fleurs et elle leur donnait l'extrême onction de son attention. Et elle était stupéfaite par la beauté de cette vie qui commençait un peu à la quitter elle-même, qui commençait un petit peu à s'éloigner d'elle-même. J'étais, si je puis dire, comme devant la reine des pissenlits. Et j'étais stupéfait par cette scène. La scène que je vous dis là, elle est faite de 3 fois rien. Elle est faite d'une femme fatiguée, parfois un petit peu lasse. Elle est faite d'une chaise. Elle est faite d'un jardin ouvrier, avec, il y avait des myosotis, d'un côté, de l'autre côté il y avait un potager. Elle est faite de 3 fleurs de pissenlit exténuées. Et dans cette scène-là, j'ai vu autant, voire peut-être plus que ce que quelqu'un d'autre verrait dans une icône, par exemple. Là, c'était pas besoin de mettre de l'or. C'était pas besoin de parler ou voire de faire une œuvre d'art. Il était juste besoin d'être présent où on était et de voir ce qui se passait, qui était tout simplement fabuleux. C'est-à-dire l'extrême courtoisie de quelqu'un, une extrême attention de cette femme à la vie très faible, une attention très généreuse et comment dire ça, dont sont capables très peu de gens apparemment dynamiques, apparemment dans le courant nerveux de la vie, parce que trop affairés, trop soucieux de tout. Et des scènes comme ça, je crois que chacun de nous peut en voir, ici ou là, partout. Il suffit de regarder, il suffit d'attendre sans non plus attendre. Il ne faut pas être crispé, il ne faut pas vouloir à tout prix que quelque chose se passe. Mais des scènes profondément humaines, c'est comme presque une preuve silencieuse de l'existence de Dieu qui passe devant vous comme ça. Voyez ? Et ça, je crois qu'on peut trouver ça un peu partout.
Et même dans des endroits... parce que pour terminer mon histoire, j'avais trouvé mon maître, si je puis dire, devant cette femme, parce que on l'a raccompagnée ensuite à sa chambre de maison de retraite. Les maisons de retraite anglaises, malheureusement, elles sont comme les maisons de retraite en France, c'est-à-dire c'est pas terrible. Hein. C'est un petit peu pas terrible. Bon, eh bien, elle s'est extasiée en redécouvrant la couleur violette de la moquette devant la porte de sa chambre. Elle s'est tournée vers les gens qui l'accompagnaient en disant « Mais c'est merveilleux cette couleur, c'est merveilleux. » Comme on pourrait désigner une toute petite partie d'un tableau de Van Gogh ou d'un autre peintre, comme on pourrait essayer d'éveiller l'admiration de quelqu'un à propos de quelque chose qui nous a fascinés. Ce qui la fascinait, c'était une moquette fatiguée, usée, et que peut-être personne d'autre qu'elle n'aurait jamais su voir. Et je comprends parfaitement ça. Et moi, je pense même que les gens qui m'écoutent en ce moment comprennent exactement ce que je veux dire là. Et la vie, elle est cousue de choses comme ça. Et voyez, je suis allé chercher cette chose, ou plutôt je l'ai trouvée sans la chercher. Le sculpteur, peintre Giacometti disait que le malheur, quand on cherche, c'est que si on trouve, on ne va trouver que ce qu'on cherchait. Et là, j'ai pas cherché. Je m'apprêtais à aller voir quelqu'un que je connaissais peu, mal, et puis j'ai vu une scène qui se passait presque dans le ciel, mais sur terre. J'ai vu quelque chose d'extraordinaire, de très réconfortant, dans un des endroits les plus durs dans cette société. Et l'attention à ces petites choses dont vous venez de parler suppose une certaine disponibilité ? Oui, c'est-à-dire, oui, d'être disponible, oui. Oui, il faut, si possible, être un tout petit peu désencombré de soi-même. Il ne faut pas trop être pris pour trop être accaparé. Je ne sais plus d'où vient ce proverbe qui dit un caillou dans la chaussure et c'est le ciel qui s'éloigne. Voyez ? Donc il faut éviter d'avoir un caillou dans la chaussure ou n'y pas penser, parce que c'est très difficile de ne pas avoir de caillou dans la chaussure. Chacun de nous en a, mais il faut à la fois être le mieux. Mais moi je vous réponds, je fais un peu le malin, parce que moi je vous réponds, mais je ne suis pas à la hauteur, loin de là, toujours, de ce que je vous dis là, loin de là. Mais disons que, il me semble que le mieux, c'est d'être à la fois détaché et présent. Détaché de soi-même, mais avec quand même un petit peu un souci de ce qu'on voit. Je pense que l'amour est toujours en souci. Mais ce souci-là dont je vous parle, il est bon. Il est fécond, il est fructueux. Il donne de très belles et bonnes choses. Le souci ordinaire que nous avons de nous-mêmes, de nos propres affaires, des problèmes, des choses qui nous accaparent, ce souci-là est mauvais et scelle nos paupières, nous empêche de voir.
parlez souvent d'enfance dans vos livres et vous dites « Mes maîtres sont les petits-enfants ». Expliquez-nous. Pour rebondir sur ce que dit Aude, donc vous dites l'humain est ce qui est à venir. Nous partons de bas, de très bas. Nous sommes si bas que nous ne sommes même pas à la hauteur des yeux d'un enfant. Nous savons donc ce qu'il nous reste à faire, travailler à rendre vivant ce qui n'est pas encore. Mais les choses ne sont pas si simples, nous dira-t-on. Vous ne pouvez pas comme ça, aussi sommairement, opposer l'enfance et le monde. Il vous manque l'art des nuances, qui est l'art des adultes par excellence. Les braves gens tristes ont toujours prétendu que les choses étaient très compliquées et qu'il fallait beaucoup mûrir avant de les saisir. Ce discours sur la complexité des choses est, il n'y a pas d'autre mot, le discours d'un salaud, de celui qui s'adresse à l'enfant pour lui dire « tais-toi ». Tu parles d'esprit et de révolte, mais tu ne sais pas ce dont tu parles. Attends d'être comme nous et tu pourras parler en connaissance de cause. En venant ici dans le TGV, j'ai vu une scène comme ça et ça m'a fait penser à ça. Et je crois que si j'avais pas lu votre livre, j'aurais pas fait attention à cette scène. C'était un homme et une femme, j'avais dans les 40-50 ans, et il y avait une espèce de gravité dans le regard et dans la face de l'homme. Et puis soudain, donc en fait, il a sorti son ordinateur portable et par la fenêtre, la femme a dit « Regarde comme c'est beau le paysage ». Et moi, je l'ai pris pour moi aussi, j'ai regardé le paysage. Et derrière, il y a un enfant qui a ri. Et l'homme a fait un truc terrible, il a dit « Chut ». Il était très loin, quoi. Il était à 10-15 mètres dans un autre wagon, il a fait « Chut ». J'ai rien à dire à ça, sinon que vous avez un bon regard. J'ai rien à dire à ça. Sinon que peut-être c'est par le défaut d'attention que ce monde va à sa perte. C'est le seul, le mal profond de ce monde, c'est l'inconscience. C'est le manque d'attention. Et là où est le mal, là est le remède. Peut-être qu'on peut encore, je ne sais pas, j'en suis pas sûr, mais peut-être qu'on peut encore remédier à certaines choses, à certaines détresses, qu'on peut peut-être ralentir la venue du soir avec la lumière qu'on saurait mettre dans nos yeux, simplement en étant attentif, mais à ce qu'on fait, à ce qu'on fait, c'est-à-dire là où on est, c'est-à-dire essayer peut-être de... Thérèse d'Avila dit qu'il faut faire avec justesse, dit qu'il faut prendre autant de soin de la cuisson des petits poissons que des prières que l'on fait ou que de la lecture de la Bible. C'est les mères, toutes les femmes qui vont s'occuper d'enfants savent ce que je dis aussi là. C'est-à-dire qu'il faut mener plusieurs choses en même temps, mais il faut en négliger aucune. Il faut surveiller ce qui est sur le feu, mais il faut avoir aussi une attention portée à l'enfant qui est dans la pièce à côté, entendre le mouvement naturel de son jeu, pour savoir qu'il ne se passe rien d'anormal ou d'embêtant. Il faut être attentif, oui, c'est la clé petite clé en or du paradis, c'est l'attention. Le paradis ayant ce site particulier qu'il faut une clé alors que la porte est ouverte. Mais je ne sais pas m'expliquer de ça, mais voilà. Eh bien, merci Christian Bobin pour cette première émission. Donc, on avait intitulé Une journée avec Christian Bobin. Donc, vous nous avez parlé un peu de votre vie, de votre pensée. Je rappelle le titre de votre tout dernier livre, La Dame Blanche, paru aux éditions Gallimard. Au revoir, à la semaine prochaine. Au revoir. Thank you.